de donner le coup d'envoi officiel de ce monde nouveau. Restez avec nous parce que nous allons accueillir dans quelques instants Bertrand Piccard, président de la Fondation Solar Impulse. Et avant qu'il monte sur scène, nous allons passer un petit message vidéo que je vous invite à regarder. Every dream in history was considered impossible until it had been accomplished. Behind each achievement, explorers have invented the future by going beyond the frontiers of certainties. They have broken the rules, challenging common assumptions to discover new solutions. Today, solving the environmental crisis seems out of reach. We need the same pioneering spirit that has in the past allowed mankind to achieve the impossible. This is how we will find the solutions to change the world. Bertrand Piccard, the visionary behind Solar Impulse, wanted to demonstrate the incredible potential of renewable energies and clean technologies. Solar Impulse was built to carry this message around the world. Hello, Solar Pulse. Hello, Captain Piccard. I am inspired by your pioneering spirit. You know, Mr. Secretary General, if an airplane like Solar Impulse can fly day and night without fuel, the world, of course, can be much cleaner. Hotel India Bravo, turning final, 02 right. More than an achievement in the history of aviation, Solar Impulse has made an achievement in the history of energy. Let's take it further! What can be done in the sky can be done on the ground. Replacing old and polluting infrastructure by modern and efficient technologies is logical as much as ecological. Convinced the protection of the environment will become a reality only if it's economically viable, Bertrand Piccard has launched the second phase of his action, committing the Solar Impulse Foundation to identify 1,000 solutions that can protect the environment in a profitable way. Developed by startups and corporates, these solutions reduce pollution and improve efficiency in the fields of water, energy, construction, mobility, industry and agriculture for a better quality of life. Assessed by independent experts and labeled by the Solar Impulse Foundation, they represent the market opportunity of the century, generating jobs and clean growth. In the near future, Bertrand Piccard will travel around the world again to present this unique selection of solutions with one goal: encourage governments, businesses and institutions to go beyond compromise and set more ambitious environmental targets and energy policies. Here again, the spirit of exploration has a role to play in achieving what many people still consider impossible. And you can be a part of it. On accueille Bertrand Piccard, président de la Fondation Solar Impulse et parrain du Monde Nouveau. Bonjour. Merci beaucoup. Chère Marie-France, chère Carole, chers amis, bonjour. C'est vrai qu'on ne volera pas demain matin avec 200 passagers dans un avion solaire, mais Solar Impulse a quand même montré que les énergies renouvelables et les technologies propres pouvaient accomplir des buts a priori impossibles. Et pour moi, c'était l'aventure de ma vie, le moment de ma vie. Imaginez-vous, tout seul dans un cockpit, au milieu d'un océan, dans un vol de plusieurs jours et plusieurs nuits, en voyant le soleil donner assez d'énergie à mes moteurs électriques pour tourner sans bruit, sans pollution
et sans carburant. Et je vous promets qu'il y a un moment donné où j'ai dû me pincer en me disant c'est irréel, je rêve, je suis dans le futur, c'est un film de science-fiction. Et en fait, pas du tout. C'est pas du tout de la science-fiction. C'est ce que la technologie d'aujourd'hui permet de faire aujourd'hui. Et ça a été une révélation pour moi, parce que tout à coup, j'ai compris que si je n'étais pas dans le futur, mais bien dans le présent, eh bien le monde entier, lui, était dans le passé. Le monde entier est dans le passé, avec des moteurs à combustion qui ont 27% de rendement au mieux. Donc ils gaspillent 3/4 de l'énergie qu'on met dans leur réservoir. Alors que mes moteurs électriques faisaient 97% de rendement, je perdais 3%. Le monde du passé, avec des maisons mal isolées, des systèmes de chauffage, d'éclairage, de ventilation archaïques et inefficients, des moyens polluants de brûler des énergies fossiles, des vieux processus industriels. Mais est-ce qu'on est fier de ça? Alors, on montre notre dernier smartphone ou notre dernier ordinateur en faisant croire qu'on est moderne, mais c'est la seule chose qui est moderne. Tout le reste date de 120 ans au début de l'ère pétrolière. Et c'est ça qui doit changer. Alors on entend beaucoup que c'est le style de vie de l'humanité qui s'est trop développé. Mais moi je pense que déjà au niveau de toutes les technologies qu'on utilise, de tous les systèmes qu'on utilise, on est au maximum des capacités de l'humanité. On gaspille 3/4 de l'énergie, la moitié de la nourriture, la moitié des ressources naturelles. On gaspille 99% des déchets parce qu'on ne voit même pas que ce sont des ressources. Mais c'est ça qui est aberrant. Et ça nous mène où? Ça nous mène à des changements climatiques, ça nous mène à une destruction de la biodiversité, à une pollution, à des inégalités dans le monde qui sont totalement inacceptables. Mais tout ça, c'est entretenu par la peur du changement, c'est entretenu par des intérêts particuliers, c'est entretenu aussi par un narratif qui, à mon avis, est faux. On nous dit que nous devons changer pour protéger les générations futures. Mais est-ce que quelqu'un va renoncer à sa voiture aujourd'hui pour éviter que la glace du pôle Sud fonde dans 20 ans? Ceux qui ont une immense compassion, une immense empathie, oui, mais pas les autres. On nous dit que ce sont des changements climatiques à long terme. Certains n'y croient même pas. Mais dans le narratif, on ne nous parle pas assez des dangers d'aujourd'hui. Les dangers de pollution qui tuent 8 millions de personnes par année. Donc il y a tout un narratif à changer, parce qu'on ne peut pas continuer aujourd'hui à utiliser les technologies que nous utilisons, qui sont complètement archaïques. On ne peut pas continuer à détruire la planète, mais il faut motiver les gens à changer. Alors quel discours est-ce qu'on entend qui essaye de contrebalancer le désastre environnemental et humain dans lequel nous arrivons? Eh bien, c'est souvent le discours de la décroissance. Le discours de la décroissance, c'est un discours qui est très intéressant parce qu'il est souvent représentatif d'un immense malentendu. Qu'est-ce qu'on doit décroître? Évidemment qu'il faut décroître la démesure, l'égoïsme, il faut décroître la pollution, il faut décroître les déchets, il faut décroître l'inefficience. Bien sûr qu'il faut décroître ça. Mais est-ce qu'on doit tout décroître? Est-ce qu'on doit décroître l'économie? Quand on parle de redistribution, il faut bien qu'il y ait quelque chose à redistribuer. Quand on parle de transition écologique, il faut des moyens pour investir. Quand on parle des retraites des citoyens et des assurances chômage, des assurances invalidité, eh bien, il faut quelqu'un pour les financer. Par conséquent, je pense que la décroissance économique nous mènera à un chaos social qui fait très peur aux gens qu'on veut convaincre. Parce qu'aujourd'hui, c'est qui qu'on doit convaincre? Ce n'est pas nous dans cette salle. On est déjà convaincus, sinon on ne serait pas là. Ceux qu'on doit convaincre, c'est ceux qui ont le pouvoir économique, financier, politique. C'est des chefs d'État.
qui savent qu'ils ne seront réélus que s'ils créent des emplois. Ce sont des patrons d'entreprise qui savent qu'ils seront renvoyés par leur conseil d'administration ou par leurs actionnaires s'ils n'amènent pas des résultats positifs. Ces gens-là, il faut les convaincre de changer. Et aller leur dire la protection de l'environnement est importante ne suffira pas à faire changer les systèmes économiques, les systèmes politiques et les systèmes financiers. Je pense qu'il faut d'autres arguments. Alors là, je vais vous parler un peu plus comme psychiatre que comme explorateur. J'ai toujours appris qu'il faut parler le langage des gens à qui on s'adresse. Par conséquent, parler d'écologie à ceux qu'on veut convaincre, sans parler de création d'emplois et d'économie, à mon avis, c'est peine perdue. C'est peut-être même détrimental, parce que ça va les braquer et ça va cliver la société encore plus entre ceux qui résistent et ceux qui veulent avancer. Par conséquent, je me suis dit que si le monde est tellement dans le passé, le but n'est peut-être pas de tirer tout de suite le monde dans le futur, mais simplement de le ramener dans le présent. Le monde nouveau, ça doit être un monde qui utilise aujourd'hui toutes les solutions qu'on trouve aujourd'hui. Ce qui nécessiterait de remplacer toutes les infrastructures, toutes les sources d'énergie, tous les processus industriels, tous les bâtiments, tous les systèmes de chauffage, d'éclairage et de climatisation à l'échelle mondiale. Donc en fait, c'est ça qu'il faudrait faire. Alors maintenant, si c'est impossible parce que c'est trop cher, c'est peine perdue d'essayer. Peut-être que si c'est trop cher, ça ruinera l'humanité et on ne pourra pas le faire. Mais imaginez-vous que ce soit rentable. Imaginez-vous que ce soit la plus grande opportunité économique du siècle pour créer des emplois et maintenir le profit industriel qui finalement rejaillit quand même sur une grande partie de la population. Mais c'est ça que j'ai voulu essayer de démontrer. Voir si cette révolution technologique est financièrement possible ou non. Et c'est pour ça que j'ai lancé la Fondation Solar Impulse dans le défi d'identifier dans le monde plus que 1000 solutions technologiques qui seraient capables de protéger l'environnement tout en soutenant l'économie. Alors, ce n'est pas du tout une technophilie qui me fait dire que le salut de l'humanité passera par la technologie. Parce que la technologie, elle vaut ce qu'on en fait. Avec la technologie, on peut détruire l'humanité ou on peut sauver l'humanité. Donc, ce n'est pas une question de technologie. C'est une question de bon sens, d'utiliser ce qu'on a à disposition. Alors ça peut être des systèmes, des produits, des matériaux, des logiciels, des appareils, des sources d'énergie. Et quand j'ai lancé ce défi, heureusement on m'a dit que c'était impossible. Et j'aime quand on me dit que quelque chose est impossible, parce que ça stimule les équipes, ça oblige à être créatif, ça nous fait sortir des tripes tout ce qu'il faut pour arriver à motiver. Et solution par solution, on a commencé à labelliser tout ce dont nous avions besoin. Ça vient parfois de petites start-up qui sont complètement inconnues. Ça vient parfois de grands groupes industriels. Mais pourquoi est-ce que toutes ces solutions existaient? On n'en a pas inventé une seule à la Fondation. On les a identifiées, on les a labellisées, comme vous l'avez vu dans le film. Pourquoi est-ce qu'elles n'étaient pas connues? Mais parce que les start-up n'ont pas de moyens pour communiquer. Souvent, ce sont des petits groupes d'entrepreneurs qui mettent toute leur vie, tous leurs moyens là-dedans. Il ne leur reste rien pour parler de leurs inventions. Ce qu'ils veulent, c'est montrer que ça existe. Et puis ensuite, ils essayent désespérément de trouver des investisseurs. Ou alors, ce sont des grands groupes industriels. Et quand on les entend, la réaction, c'est « ouf, c'est du greenwashing ». Alors que les grands groupes industriels ont souvent des solutions extraordinaires, extrêmement efficientes, même des processus qu'on devrait utiliser partout. Donc ce que nous nous sommes dit, c'est que nous allions essayer de les faire connaître. Les faire connaître, c'est les promouvoir auprès de ceux qui devraient les utiliser, c'est-à-dire justement les industries, justement le monde politique. Les industries ont peur de deux choses. La distorsion de concurrence
et l'imprévisibilité. L'imprévisibilité, elle est flagrante dans notre monde, où les gouvernements, en alternance gauche-droite, émettent des réglementations qui sont contredites rétroactivement après coup, et même en France, ceux qui ont investi dans le solaire ont été ruinés en 2008 par un changement d'optique gouvernementale. Donc c'est vrai qu'il faut absolument éviter cette imprédictibilité. Et puis la distorsion de concurrence. Il y a des entreprises pionnières qui sont prêtes à faire les mouvements. Ne croyez pas qu'on est, avec les écologistes, contre l'industrie. Il y a des industriels qui ont des démarches écologiques remarquables, mais ils ont peur de la distorsion de concurrence avec ceux qui ne jouent pas le jeu. Par conséquent, on voit qu'en resserrant peu à peu toutes les lignes de compréhension, on arrive au gouvernement, on arrive aux États, on arrive aux élus, on arrive au cadre légal. Aujourd'hui, il faut bien voir que le cadre légal est aussi archaïque dans le monde que les technologies qu'on utilise. Parce qu'en fait, c'est un cadre légal qui pense que les normes et les standards doivent être basés sur ce qu'on utilise, et ce qu'on utilise est archaïque. Par conséquent, il faut faire évoluer ce cadre légal, parce que sinon, on aura toujours les ONG qui accuseront les entreprises ou les individus, et les entreprises et les individus qui répondront « ce que nous faisons est légal, pourquoi est-ce que vous nous forcez à changer ?» Donc il faut absolument arrêter cette complaisance réglementaire et arriver à mettre des systèmes, des normes, des standards qui sont adaptés à ce que la technologie d'aujourd'hui peut offrir. Je vous donne juste un exemple. Le système anti-smog, qui est labellisé par notre fondation, est un petit boîtier pour 500 € installé sur votre moteur diesel qui vous permet de réduire de 80% les émissions de particules toxiques et de 20% la consommation de carburant. C'est rentabilisé en 6 mois sur un taxi. Mais les normes permettent toujours 100 de particules, alors qu'on pourrait faire 20. La technologie permet de faire 20. La réglementation devrait donc obliger les voitures d'arriver à 20. Et à ce moment-là, vous avez tous les automobilistes du monde qui n'ont pas encore passé sur des véhicules électriques qui vont utiliser ce système-là. C'est le développement d'une start-up qui va devenir une grande entreprise, c'est 80% en moins de particules toxiques dans les villes et c'est 20% de consommation en moins. Et c'est rentable. Autre exemple, la mobilité électrique. Mobilité électrique, on la voit d'habitude comme une voiture avec une batterie. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que 95% du temps, elle ne roule pas. Il faut voir la voiture électrique comme une batterie sur des roues, qui le plus souvent ne tourne pas. Eh bien là, il faut que cette voiture soit branchée sur le réseau électrique, de manière à ce qu'elle puisse accumuler de l'énergie solaire ou éolienne, donc intermittente quand il y en a assez, pour la restituer dans les pics de consommation le soir, quand tout le monde rentre chez soi. C'est interdit. Et c'est tellement interdit que les chargeurs électriques ne peuvent même pas aller dans les deux sens. On charge, mais on ne peut pas décharger. Donc on voit l'intérêt de motiver les gouvernements à se moderniser pour que toutes ces solutions arrivent sur le marché. Sinon, ça restera toujours une liste sur notre site Internet, alors que ça peut potentiellement changer le monde. Ça changera le monde comment? Pas avec une solution miracle. Beaucoup de gens attendent la solution miracle. Non, il n'y a pas de solution miracle, mais ce qui est miraculeux, c'est qu'il y ait autant de solutions. Et c'est ce que j'aime décrire comme la théorie du piranha. Quand vous avez un piranha dans une rivière qui vient vous mordre, vous ne sentez même pas, c'est un tout petit poisson. Mais si vous en avez 1300 qui arrivent, ils vous réduisent à l'état de squelette en 2 ou 3 minutes. C'est ça qu'il faut faire. Il faut appliquer partout chaque solution, chaque système, chaque technologie qui permet de grappiller un peu de CO2, un peu d'inefficience, un peu de déchets, un peu de plastique. Et tout ensemble permet d'obtenir quoi? Permet d'avoir une division par 2 de la consommation énergétique et une production du reste entièrement renouvelable. Parce qu'on voit bien que les opposants des énergies renouvelables disent « c'est cher, c'est intermittent », et on n'en aura jamais assez. C'est faux.
C'est pas cher parce qu'aujourd'hui, c'est la source d'énergie la moins chère. C'est intermittent, oui, mais on peut la stocker. Et maintenant, le reste, eh bien, ce sera toujours assez si on réduit la quantité d'énergie consommée par de l'efficience. On marche sur deux jambes, eh bien, il faut marcher dans l'énergie avec la réduction de la consommation grâce à l'efficience et la production du reste qui suffira, puisqu'on a réduit la consommation, avec du renouvelable. Qu'est-ce que ça nous permet de faire, tout ça? Ça nous permet de facto de changer le modèle économique sans forcer quoi que ce soit. On a tout à coup la possibilité de découpler le PIB, donc la création de richesse, de la quantité de consommation et de production, pour coupler ce PIB sur la qualité de l'efficience. Parce que c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, on a toujours dû produire plus et consommer plus pour maintenir l'emballement d'une machine économique qui devenait de moins en moins rentable et qui nécessitait de vendre de plus en plus avec des marges de plus en plus faibles et des salaires de plus en plus étroits pour arriver à survivre. Ça nous mène au désastre social et écologique. C'est évident qu'aujourd'hui, le profit industriel et la création d'emplois peut se faire et doit se faire sur la qualité de l'efficience. Et tout ce qui permettra d'économiser des déchets, d'entrer en économie circulaire, d'isoler des bâtiments, de changer les systèmes de chauffage, de réduire la facture énergétique, va être le nouvel Eldorado de l'économie. Et si on fait comprendre ça au monde économique, si on fait comprendre au monde financier que c'est dans cette direction-là qu'il faut agir, et au gouvernement que la seule manière d'être réélu, c'est d'appliquer ce genre-là de démarche et de vision, eh bien, on va rassembler, on va réunir, on va inclure, on va fédérer. Et on est obligé de fédérer aujourd'hui. On ne peut plus avoir l'écologie et l'économie qui se battent, la gauche et la droite. Pourquoi est-ce que l'écologie est à gauche, alors que tous les débouchés économiques, grâce à l'écologie, sont justement dans l'industrie et chez les entrepreneurs? C'est clair qu'il faut rassembler. Et peut-être que vous vous rappelez, dans vos cours de mathématiques modernes, c'est cette manière de présenter les ensembles, avec des boules, des cercles. Et puis alors, on regardait ce qui se passait si on réunissait les cercles, si on les excluait, si on créait des intersections. Eh bien, on a beaucoup trop longtemps clivé en ayant des cercles complètement séparés, chacun essayant de s'ignorer et chacun essayant de faire promouvoir son propre système au détriment des autres. Ça nous a mené à quoi? Aux catastrophes qui ont été décrites au début de cette matinée avec les rapports du GIEC, de l'Institut de météorologie française, etc. Maintenant, moi, ce que je prône, c'est l'intersection des ensembles. Il y a des choses qui protègent l'environnement, il y a des choses qui sont rentables. Cherchons leur intersection. Qu'est-ce qui protège l'environnement en étant rentable? De manière à s'adresser véritablement à ceux qu'on veut convaincre. De manière à mettre de la psychologie dans la philosophie. Parce que c'est vrai que protéger l'environnement, c'est une philosophie admirable. On veut tous faire ça. Mais pour que ça marche, il faut tenir compte de la nature humaine. Il faut tenir compte de la psychologie des gens qu'on veut changer. Et maintenant, on voit que c'est enfin possible. Il y a 10-15 ans, il n'y avait pas de solution. Il y a 5-10 ans, les premières solutions arrivaient, mais elles n'étaient pas rentables. Aujourd'hui, elles sont rentables. Aujourd'hui, elles permettent de réunir. Aujourd'hui, elles permettent d'avancer. Et c'est ça que j'aimerais, en tant que parrain du monde nouveau, pouvoir vous dire aujourd'hui. Il y a de l'espoir parce qu'il y a des solutions. Arrêtons de parler que des problèmes. On déprime tout le monde. En parlant des problèmes, on donne l'impression qu'à l'échelle individuelle, on ne pourra rien faire tellement le problème est grand. Non, les solutions, elles sont applicables dans l'industrie, mais aussi dans le monde personnel, aussi chez soi. Bien sûr qu'il y a des changements de comportement. Bien sûr qu'on peut faire le colibri et amener la petite goutte d'eau dans l'incendie. Mais ça ne changera rien si tout le monde ne se transforme pas en colibri. Ça ne marchera pas si on n'a pas tout le monde qui entre dans cette démarche. Donc il faut donner un intérêt personnel à chacun
d'entrer dans cette démarche. Alors pour certains, c'est la philosophie, pour d'autres, c'est la politique, pour d'autres, c'est l'économie, la rentabilité, la création d'emplois. Chacun y trouvera son compte. Et tant que chacun n'y trouvera pas son compte, on n'aura pas de monde nouveau. Le monde nouveau, c'est le monde dans lequel le changement est possible parce que chacun est motivé pour y arriver, que personne n'est exclu et que tout le monde y trouve son compte. Alors bonne chance à tous. On vous applaudit. Merci beaucoup Bertrand Piccard, président de la Fondation Solar Impulse, parrain du Monde Nouveau 2021. Merci pour vos mots très justes. J'ai pas besoin d'allumer. C'est la minute pour, Bertrand Piccard, restez avec nous parce qu'on a deux petites questions dans la salle qui voudraient vous être posées. Si vous êtes d'accord avec cela, pour prolonger vos propos. Alors, et ça n'a pas besoin d'être que des questions, hein. Ça peut être des remarques, vous pouvez critiquer, des remarques, évidemment. Vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord, on est là pour élargir le débat, donc très volontiers. Par ici, madame, allez-y. Oui, bonjour Bertrand Piccard. Bonjour. Je voulais savoir comment vous gérez la complexité de tout ça, parce que on le voit au quotidien. Moi, j'ai une voiture électrique, par exemple, mais dès qu'il faut mettre une borne de recharge sur une copropriété, ça devient très compliqué. Et on dit la même chose pour les aides à tout ce qui est efficience énergétique, notamment sur les bâtiments. C'est extrêmement compliqué, donc c'est le problème des normes. Mais ensuite, au niveau gouvernemental, est-ce qu'on parle localement, nationalement, au niveau mondial? Tout ça est extrêmement complexe. Donc, qui faut-il aller voir, je dirais? Au début, j'ai cru un peu naïvement qu'un consensus international pourrait être atteint et ferait ce qu'on appelle du top-down, c'est-à-dire de l'engagement des pays sur le plan mondial. On aurait des mesures qui ruisselleraient vers la périphérie et nous permettraient de changer. En fait, on voit qu'à part la COP21, qui a été un extraordinaire succès, après, eh bien, c'est très difficile d'avancer. Parce que concilier les éoliennes du Danemark avec les puits de pétrole saoudiens, ça crée quelques étincelles inflammables. Alors, ces échecs depuis quelques années ont eu un avantage qui me paraît évident, c'est celui de créer une frustration à l'échelle locale qui pousse les acteurs locaux à agir. On ne peut plus, à l'échelle locale, se dire on va attendre que les grands de ce monde se mettent d'accord, parce qu'ils ne se mettent pas d'accord. Et grâce à ça, on a des actions locales. Ce que Carole Degas a expliqué sur l'Occitanie est extraordinaire. Carole mentionnait Jean Rotner. Jean Rotner a, dans le Grand Est, un partenariat avec nous depuis 3 ans pour appliquer les solutions, pour les implémenter. Et là, il y a exactement ce que vous dites, c'est-à-dire tout le comté administratif qui ne suit pas. Parce que quand on a un élu qui a envie d'avancer, il faut bien se dire une chose, l'élu, il passe quelques années, mais l'administration, elle est là depuis 10 ou 20 ans, et c'est les mêmes qui seront là dans 10 ou 20 ans. Et par conséquent, arriver à mettre une machine comme ça en mouvement, pour changer, ce n'est pas facile. Et il y a énormément de travail à faire sur le plan administratif. Ne serait-ce que dans les marchés publics. Un marché public, c'est quoi? C'est une liste de critères dans lequel, le plus souvent, le prix d'achat est déterminant. Alors vous arrivez à des aberrations complètes où, parce que c'est moins cher, on va acheter des bus diesel plutôt que des bus électriques. Alors qu'un bus électrique sur 10 ans, c'est 360 000 € d'économie par rapport à un bus diesel. Donc le long terme est moins cher que le court terme. Donc on doit changer les règles des marchés publics. On doit changer énormément de règles administratives. Mais je parlais avec le ministre de l'énergie d'un pays européen qui me disait les 2 obstacles pour les énergies renouvelables, c'est la complexité administrative et les recours des écologistes contre tout nouveau projet. Ça doit quand même nous interroger. 2 questions, si vous voulez bien, Bertrand Piccard. Ici, devant, 2 personnes. Allez-y. Oui, alors ce n'est pas une question, comme vous l'avez dit, c'est une remarque. Alors, je fais des bateaux électriques et j'ai eu l'honneur d'être labellisé une des 1000 solutions pour la planète par votre fondation.
Et je suis également Grand Prix de l'innovation de la région Occitanie pour l'année 2021. Donc ma société, c'est Néocéan. Et on fait des overboats. C'est des bateaux électriques qui volent et qui consomment 10 fois moins d'énergie qu'un bateau de taille équivalente et à vitesse équivalente. Et bien aujourd'hui, on a des dizaines de demandes pour acheter ces bateaux, mais on est confronté à un problème incroyable. C'est que à terre, il y a le principe du pollueur-payeur, et en mer, c'est le principe du pollueur qui est en plus détaxé, défiscalisé. Parce que les professionnels qui achètent de l'essence achètent l'essence à moitié prix, sans la TIPP. Et donc, on ne peut pas vendre nos bateaux électriques qui coûtent quand même plus cher, sont made in France, par rapport à des produits essentiellement asiatiques, qui sont notamment des jet skis, les moteurs hors-bord qui sont tous asiatiques ou américains. Eh bien, moi, je demande au pouvoir public de rétablir le même principe en mer qu'à terre, c'est-à-dire que le pollueur-payeur puisse permettre à notre activité de se développer dans un cadre réglementaire équilibré. Merci. Alors, venez en Suisse parce que l'essence des bateaux est beaucoup plus chère que l'essence des voitures et il n'y a pas de détaxe pour les bateaux. Rendez-vous le 14, je suis à côté de Genève le 14 et je vous invite à venir essayer. Alors, volontiers, volontiers. Non, mais ce que vous dites, c'est absolument vrai. Et il y a un autre facteur. Quand vous êtes sur foil, vous devez avoir plus de vitesse pour avancer, pour déjauger, mais avec plus de vitesse, vous consommez 10 fois moins de carburant. Voilà. Mais il y a des règles, notamment sur les rivières et les fleuves, de vitesse maximale, à cause des vagues. Mais vous ne faites pas de vagues, mais vous ne pouvez pas non plus dépasser les 8 nœuds. Donc il faut que l'administration autorise que les bateaux sur foil aillent plus vite que les bateaux sans foil, puisqu'ils ne font pas de vagues. Donc tout est comme ça, tout est comme ça. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'élus qui sont ambitieux, qui veuillent avancer et qui fassent changer les choses. Mais c'est vrai qu'une réglementation après l'autre doit changer. Et nous, on a un département politique et des affaires publiques à la Fondation Solar Impulse. Pour ça, on demande à toutes les solutions qui ont été labellisées, quels sont les obstacles à leur mise en œuvre. Et ensuite, on va vers les pouvoirs publics et on demande de changer certaines choses, notamment anti-smog. Anti-smog nécessite de réexpertiser la voiture. Donc, il y a effectivement peu de gens qui vont le faire. Donc, on a demandé au ministère de l'Environnement, au ministère des Transports, de changer la règle. On a reçu un accusé de réception de notre lettre, on va voir combien de temps il faudra pour changer les règles. Mais c'est vrai qu'on risque d'étouffer l'humanité sous une quantité de fatras administratifs qui empêchera de changer, alors que tout est là pour changer. La volonté politique, des technologies, la rentabilité pour l'industrie, l'avantage pour le consommateur, et puis une paralysie administrative. C'est hyper grave et c'est vrai que ça doit changer très vite. Une intervention de Florence Lambert. Je vous en prie, madame. Oui, alors, cher Bertrand, en tout cas, merci pour vraiment tout ce que vous avez présenté. Alors, moi je souscris évidemment à 200%, déjà, sur le fait de présenter 1000 solutions. Moi, très souvent, dans le monde énergétique, alors c'est peut-être particulièrement vrai en France, on les oppose. Donc, si on fait une énergie, on n'en fait pas une autre. Si on fait des batteries, on ne fait pas d'hydrogène. Or, pour sauver la planète, on aura vraiment besoin de l'ensemble. Tout ne fera pas tout, mais c'est vraiment en poussant tout ça qu'on y arrivera. Et du coup, votre label autour des 1000 solutions est très important. L'autre point, c'est cette intersection. Je crois qu'on a une grosse responsabilité de faire correspondre écologie-économie. Si on ferme des sites parce que ça pollue, il faut aussi trouver des emplois pour ces personnes, sachant qu'il peut y avoir des formidables expertises. Et je pense que dans l'hydrogène, on est en train de le prouver. Et j'avais une toute petite question. Alors Carole Delga, Madame la Présidente, l'a dit, en fait, on a eu une vraie impulsion de création de Genvia, ce starter. Et auparavant, il y avait vraiment une croix portée pour traverser la vallée de la mort. Est-ce que vous voyez, justement, au travers maintenant de ce projet, une accélération de ce passage de traversée de la vallée de la mort pour toutes ces start-up et ces solutions? Y a-t-il un effet d'accélération? Parce que souvent, c'est là où on reste planté. Oui, il y a deux choses sur lesquelles on travaille pour essayer de passer la vallée de la mort. La première, c'est on a créé, donc c'est pas qu'on va créer, c'est pas une intention, c'est fait, on a créé 2 fonds d'investissement, un avec BNP Paribas, l'autre avec Rothschild, qui vont investir uniquement dans les solutions technologiques qui ont été labellisées par notre fondation, donc qui sont écologiques et rentables en même temps.
Donc ça, c'est une manière de les développer. Et puis, l'autre chose, c'est vraiment de travailler sur le côté politique pour créer des cadres légaux, des normes, des standards qui vont tirer ces solutions vers le marché. Parce qu'aujourd'hui, on fait quoi avec les solutions? On les pousse. On les pousse avec des subsides, des bourses, des incubateurs, des pitchs, etc. Ok, c'est bien, mais on les pousse, on les pousse, on les pousse, et puis à un moment donné, on n'arrive plus à les pousser, et elles succombent à la vallée de la mort. Ce qu'il faut, c'est les tirer. C'est-à-dire qu'il faut créer une nécessité pour les utiliser. À partir du moment où il y aura des normes pour éviter de perdre de la chaleur dans les cheminées d'usine, eh bien, Ecotech Ceram va être systématiquement utilisé pour récupérer cette chaleur, la recycler dans l'usine. Ecotech Ceram, c'est une entreprise d'Occitanie. Mais pour qu'elle traverse la vallée de la mort, eh ben, il faut créer un cadre dans lequel tout le monde va y avoir recours. Et c'est comme ça partout. Donc, tirer et financer. Bertrand Piccard, dernière intervention. Eric Scotto, allez-y. Mon cher Bertrand, alors justement, tu viens d'en parler, tu avais commencé ton grand voyage des 1000 solutions en Occitanie, donc avec Ecotech Ceram, avec le soutien de la région. Tu reviens aujourd'hui avec un pari plus que réussi, et Dieu sait si au départ, beaucoup de gens nous disaient et te disaient que ces 1000 solutions étaient un peu trop ambitieux. Donc tu reviens avec ce pari réussi, il y a encore plus de solutions chaque jour qui sont proposées, donc on va aller beaucoup plus loin, et tu vas aller beaucoup plus loin. Est-ce que tu penses que les politiques ont enfin compris leur rôle, leur démarche? Est-ce que tu penses qu'ils ont compris ta démarche? Qu'est-ce que tu peux faire de plus pour leur permettre d'aller plus loin? Il y a eu un événement marquant dans ma relation au monde politique. C'est quand, il y a quelques années, j'ai été appelé à parler à un groupe de parlementaires de droite en Suisse. Et que je suis arrivé en leur disant, vous savez, je viens vous parler de technologies qui vont améliorer le pouvoir d'achat, développer des entreprises et favoriser l'industrie d'exportation. Et là, il me regarde et il me dit, ah, mais ça, c'est formidable, mais on doit vous avouer qu'on avait très peur quand on a entendu que vous veniez, parce qu'on pensait que vous alliez nous parler de protection de l'environnement. Pour moi, ça a été déterminant, un truc comme ça. Vraiment, le langage qu'on utilise. Et chaque fois que je vais dans le monde politique et que je parle de solutions rentables qui créent des emplois, on m'écoute. Chaque fois que le monde écologique arrive en disant « il faut réduire, il faut baisser l'économie, il faut lutter contre tout ce qui se passe », eh ben, ça crée un rejet. Donc en fait, on voit que si on a un langage rassembleur, ça marche. Alors c'est vrai que dans les entreprises, il y en a qui n'ont pas compris ça et qui ne changeront jamais. Aramco veut être l'entreprise qui vendra la dernière goutte de pétrole. Espérons que ce ne soit pas dans un futur trop lointain. Et puis vous avez aussi un certain dogmatisme chez ceux qui veulent protéger l'environnement qui effraie et fait peur. Des deux côtés, il y a des extrêmes. Et des deux côtés, il faut faire attention aux extrêmes. Il faut les ramener vers une conciliation, il faut les ramener vers une manière fédératrice de fonctionner. On a tous besoin des autres. Il n'y a personne qui a raison tout seul. Merci beaucoup. On applaudit Bertrand Piccard. Merci. C'est la fin de cette inauguration officielle, mais elle n'est pas terminée puisque Bertrand Piccard, Marie-France Marchand-Bailey et l'ensemble des partenaires vont déambuler dans ce quorum pour découvrir ce forum qui s'ouvre officiellement aujourd'hui à la rencontre des ateliers, des jeunes et des chefs d'entreprise. Je vous retrouve à 11h30 pour une table ronde en direct autour des énergies renouvelables et des territoires. 11h30, à tout à l'heure.